Bonjour tout le monde. Je remercie déjà M. Dial pour ce qu'il faire se faire appeler Genova. Je remercie Genova pour l'opportunité de faire cette présentation aujourd'hui devant vous tous. Je vous remercie également tous d'être là. Et voilà, c'est une présentation vraiment très simple. Comme on nous a donné 15 minutes de temps de parole, j'ai fait 15 slides, très rationnel dans la tête malheureusement. Je vais me présenter brièvement. Ne comptez pas ce temps dans les 15 minutes. Amadou Sow, tout le monde m'appelle Amadou Sow. Passionné d'informatique, j'ai suivi des études dans l'informatique comme la plupart d'entre vous. Et j'ai travaillé dans une banque en tant que responsable informatique, ce qui m'a poussé, qui a ouvert ma curiosité pour comprendre vraiment tout ce qui se passe au niveau des banques, au niveau de la finance. À la suite, j'ai fait une formation, donc une certification en digital money, et je me suis intéressé à la blockchain comme courant un peu avec la tendance Bitcoin. Donc on voit qu'il y a pas mal de choses qui se font dans ce domaine et pas mal de personnes qui sont devenues immensément riches dans ce domaine. Alors je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est que la blockchain? Alors, avant de démarrer cette présentation, comme font les anglo-saxons, le disclaimer, je ne suis pas responsable de toute interprétation ou utilisation que vous ferez des informations qui sont juste issues de mes propres recherches personnelles. Donc là, vous voyez toutes les sources que j'ai consultées pour cette présentation. Je vous encourage si le sujet vous intéresse, à faire également des recherches, c'est très intéressant et il y a un fort potentiel derrière la blockchain. Pas uniquement financier avec le Bitcoin, et on va le voir pendant cette présentation. Je suis allé vraiment très facile en français, hein, c'est pas mon point fort. Donc c'est quoi la blockchain? Qui l'a créée? Quel usage on en fait aujourd'hui? Et puis question-réponse. Alors qu'est-ce que c'est aujourd'hui, bon, une manière un peu humaine de décrire ça, pour ceux qui ne sont pas informaticiens ou pas trop techniques, c'est une liste d'enregistrements qui grandit continuellement. Cette liste sert au stockage et à la transmission d'informations entre plusieurs parties. Et elle a la réputation d'être transparente et sécurisée. D'accord? Et surtout, il n'y a pas d'organe de contrôle central. C'est une liste qui est répartie. Le principe, c'est que tout le monde a une copie de toute la liste et qu'il y a des mécanismes qui permettent justement que lorsqu'il y a une mise à jour de la liste, tout le monde soit au courant, ainsi de suite. Vous prenez l'exemple des réseaux peer-to-peer. À mon époque, c'était Napster, Casa, Emule, Idoki. Aujourd'hui, on parle plutôt des fichiers torrent. Lorsqu'on télécharge le fichier torrent qui fait juste quelques kilooctets, c'est juste une adresse qui permet de récupérer les données du fichier réel au niveau de plusieurs autres utilisateurs qui l'ont stocké sur leur machine et qui continuent à le partager. Donc, la limite avec les torrents, c'est que comme les personnes, il y a des problèmes légaux dans certains pays, ou bien d'autres personnes, pour économiser leur bande passante, arrêtent de partager dès qu'ils ont l'intégralité du fichier. À la longue, ça posait des problèmes de disponibilité de l'information. Donc la blockchain a essayé d'adresser cela en rémunérant les personnes qui contribuent au stockage et à la complétion, ou bien à compléter l'information de la blockchain. Donc, blockchain, ce sont des données distribuées, contrairement aux données qui sont centralisées, qui se trouvent sur un serveur. Là, chaque personne, chaque acteur qui contribue à la blockchain a l'intégralité de cette chaîne. C'est une liste d'enregistrements qui est chronologique, c'est-à-dire que le tout premier enregistrement sera toujours le tout premier, le suivant toujours le suivant, le dernier toujours le dernier, et chaque fois qu'on en rajoute, il devient le plus récent. Il n'y a pas de possibilité d'intervertir les enregistrements entre eux. Les nœuds de stockage donc, qui sont utilisés protègent un peu cette architecture distribuée contre la falsification. Comme
comme il y a un public plus informaticien, on va aller un peu sur la couche technique. Donc vous voyez ces trois éléments, ces trois blocs, ce sont des blocs d'informations. Là on a mis les informations les plus basiques qui sont d'abord l'index, donc sa position dans la chaîne, le timestamp, c'est-à-dire la date et l'heure où cette information a été rajoutée à la chaîne, quelles sont les informations concrètement stockées, donc les data, le hash, donc les clés de hachage qui permettent d'encrypter les données. Donc il y a la clé de hachage qui va permettre de retrouver l'information réelle grâce à l'algorithme de hachage, mais qui ne permet pas qui permet d'encrypter, mais qui ne permet pas de faire l'inverse, c'est-à-dire que les pirates ne pourront pas utiliser la clé de hachage dans la blockchain pour pouvoir découvrir des informations confidentielles. Et enfin, il y a la clé de hachage précédente, c'est très important pour assurer la continuité dans la blockchain. Donc ce sont ces 5 éléments qui sont, disons, les plus importants dans la blockchain, mais il y a beaucoup d'autres éléments. On ne peut pas tous les lister ici. L'adresse du bloc précédent. Pardon? L'adresse du bloc précédent. C'est la clé de hachage du bloc précédent. Du bloc précédent, voilà. Et donc, pour cette petite illustration à droite, c'est juste une illustration qui représente un peu le principe du hachage, mais disons que ce n'est pas vraiment l'objet de cette présentation. Donc voici une structure d'un bloc. La blockchain, c'est une technologie qui est open source. Donc vous voyez, jusqu'à présent, je n'ai pas parlé de bitcoins, pourtant, c'est le bitcoin qui a permis à la blockchain d'être aujourd'hui vraiment exploitée. C'est la première application à grande échelle de la blockchain, en tout cas connue à ce jour. Donc, si vous allez sur GitHub, sur github.com/blockchain, vous avez accès au code source qui permet, pour toute application que vous voudrez faire, de créer une blockchain et de faire vivre cette blockchain. Donc, ce code-là, c'est la structure d'un bloc. Donc, c'est une classe. Vous avez le constructeur. Vous voyez qu'on déclare l'index, on déclare la clé de hachage précédente, le timestamp et les informations, même les data qui vont être stockées dans ce bloc. Donc ça, c'est la structure de l'objet. Maintenant, si vous créez des occurrences de cet objet, pour chacune de ces variables, vous allez mettre des informations qui sont attendues dans le type que l'on a appelé ici. Je passe maintenant sur la partie technique, on va revenir un peu sur l'historique. Qui est-ce qui a créé la blockchain? C'est une question qui est toujours ouverte. Donc on parle de Satoshi Nakamoto. Et en même temps, Satoshi, c'est dans le Bitcoin, c'est l'unité de mesure la plus petite du Bitcoin. Donc le Bitcoin, vous voyez que si vous êtes un peu curieux, vous verrez que il y a plusieurs décimales après la virgule pour la monnaie Bitcoin. Mais l'unité la plus petite, c'est le Satoshi. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est une personne ou bien un groupe de personnes qui ont créé le livre blanc, white paper, Bitcoin, le peer-to-peer cash system. Donc, c'est à partir de 2008 que le Bitcoin a été créé et a commencé à être utilisé. Et ça a été la première application à grande échelle de la blockchain. Ce n'est plus la seule, heureusement, on va voir après. Et aujourd'hui, il y a juste plutôt des suspicions d'identité sur le ou les créateurs de la blockchain. Donc vous avez Nick Szabo, Dorian Nakamoto, Hal Finlay. Certains parmi eux ont des points de convergence, soit professionnels ou autres. D'autres, par exemple, Craig Stephen Wright, le dernier, n'est pas du tout lié aux autres. Mais aujourd'hui, il n'y a encore pas de confirmation sur qui a créé la technologie blockchain. Donc il y a, par exemple, Nakamoto qui est physicien. C'est vrai que le nom Satoshi Nakamoto, c'est le même nom de famille, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est lui qui l'a créé. Maintenant, quels sont les usages aujourd'hui, à ce jour, de la technologie blockchain? Donc, bien sûr, il y a la finance, mais je ne vais pas trop insister là-dessus, car c'est vrai que c'est ce qui a permis de faire vulgariser la technologie, mais disons que ce n'est pas forcément le plus intéressant aujourd'hui.
Donc aujourd'hui, ce matin, le cours du Bitcoin c'était à 4 000 $, plus de 2 millions de francs CFA. Si vous avez suivi un peu les infos, il y a eu des événements en Chine qui ont fait que le cours a chuté légèrement ces derniers temps et est remonté aujourd'hui à 4 000 $. Pour référence, l'année dernière, un Bitcoin valait entre 500 à 800 $. Au mois de juin, 2 000 $. Il y a 2 semaines, 5 000 $. Ça a chuté légèrement parce que le gouvernement chinois a fait une annonce et a commencé à réglementer certains aspects des plateformes d'échange de crypto-monnaies, mais c'est déjà en train de remonter. Donc c'est pour cela que ça a créé un réel engouement, car il y a eu beaucoup de spéculation. Et imaginez les personnes qui avaient, à l'époque où ça coûtait quelques centimes de dollars, je parle d'il y a même pas 3 ans, des personnes qui avaient 1000 bitcoins aujourd'hui qui sont millionnaires en dollars en moins de 3 ans. Donc vous voyez un peu ce que ça aspire comme vocation. Les désavantages un peu des crypto-monnaies aujourd'hui, c'est qu'il y a une énorme spéculation et que la volatilité est énorme. Vous avez beaucoup de personnes qui sont dans le monde des finances, donc les traders en bourse, il y a eu historiquement, surtout à Wall Street, une époque où le cours des actions des sociétés en bourse était très volatile, mais avec toutes les réglementations internationales et aussi des crashs boursiers, etc., c'est devenu beaucoup moins volatile. Donc nous revivons cette même époque avec les crypto-monnaies. Il n'y a pas assez de régulation. Les pays décident arbitrairement d'interdire ou de vulgariser. Par exemple, en Suisse, c'est possible de payer ses taxes avec des bitcoins. Dans d'autres pays, c'est devenu une monnaie illégale et toute personne qui en détient ou qui pratique l'échange est passible de prison. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire dans le domaine de la régulation. L'utilisation comme moyen de paiement est encore limitée. Donc, dans certains pays, les personnes arrivent à maintenant acheter leur café avec le bitcoin. Mais disons que les marchands qui acceptent le bitcoin, il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Et il y a également un travail de mise à échelle, c'est en progression, mais disons que la technologie comme elle est implémentée aujourd'hui, le nombre de transactions possibles à chaque instant ne permettrait pas que ce soit utilisé comme une monnaie sur l'ensemble d'un territoire comme les États-Unis par exemple. Le nombre de transactions faites en dollars aujourd'hui, si on faisait ce nombre de transactions en bitcoins, ça n'arriverait pas à suivre. Il y a donc un problème d'algorithme, d'amélioration d'algorithme et également de la technologie pour permettre l'utilisation à très grande échelle. Vous voulez dire qu'il y a un problème de vitesse? De vitesse pour les validations, pour le bitcoin. D'autres crypto-monnaies ont résolu ce problème, mais ne sont pas aussi populaires que le bitcoin. Et n'ont pas encore assez de nœuds dans le réseau, c'est-à-dire assez de personnes qui contribuent à la chaîne pour pouvoir faire la mise à échelle globale. Il y a bien sûr d'autres utilisations beaucoup plus intéressantes aujourd'hui. Le cloud storage. Donc, le cloud storage, habituellement, c'est un opérateur une entreprise privée qui va avoir un ou plusieurs data centers et proposer de louer de l'espace. Ça veut dire qu'il y a des coûts énormes pour la mise en place de ce data center, des coûts énormes pour la sécurisation des données parce qu'il faut répliquer, il faut empêcher les brèches, les piratages, ainsi de suite. La première entreprise qui a mis à contribution la blockchain, ça s'écrit Storgy, mais ça se prononce Storage. Ils ne détiennent pas de data center, ainsi de suite. C'est redevenu un peu le peer-to-peer avec les fichiers qui sont distribués chez chaque utilisateur, mais pas bien sûr tous les fichiers, mais il y a des procédés qui permettent de découper ces fichiers, de les encrypter et de les répartir dans l'ensemble des personnes qui mettent à contribution leur espace personnel pour ce cloud storage. Donc c'est un cloud storage qui est réparti. Tout le monde peut contribuer, donc tout le monde peut gagner de l'argent avec. C'est là où je reviens au torrent où il n'y a pas ce principe de rémunération. Aujourd'hui,
si vous partagez des fichiers, bien sûr, en évitant tout ce qui est illégal, et que ces fichiers-là sont partagés sur votre espace personnel à la maison, vous avez une bonne connexion Internet, vous êtes rémunéré. Vous pouvez également, vos propres fichiers, les stocker sur ce cloud. Ils vont être répartis chez plusieurs utilisateurs, mais aucun ne pourra décrypter ce fichier-là. Seulement vous, l'utilisateur initial, pourra accéder à l'information et vous pourrez donc profiter de ce réseau construit autour de la blockchain. Donc le cloud décentralisé, vous gagnez soit en offrant de l'espace, soit en contribuant à la blockchain qui est toujours dans cet espace décentralisé. Il y avait une autre information, j'ai oublié de l'insérer ici, c'est qu'il y a aujourd'hui plus de 75 000 utilisateurs de ce cloud et que c'est en train d'augmenter de jour en jour. Vous pouvez faire un test pour des données qui ne sont pas très importantes. Ils ont pu mettre des tarifs très avantageux qui sont beaucoup moins élevés que les tarifs de Amazon, Glacier ou d'autres prestataires de cloud. Et surtout, l'intérêt, c'est qu'ils ne gardent pas tout le montant que vous reversez, mais une partie est distribuée dans le réseau parmi toutes les personnes qui ont des contributions de l'espace. Dans l'enseignement, aujourd'hui, il y a la possibilité de stocker toutes les informations qui concernent le cursus, le curriculum d'un étudiant, les recherches d'un enseignant, et tout ce qui est autour du système d'enseignement dans une blockchain, c'est-à-dire qu'il y aura ce premier bloc où les informations initiales vont être stockées. Donc ça va créer un réseau de confiance parce que tout le monde aura la copie de cette information, même si elle est encryptée, mais chacun saura que ce qui est inscrit dans le CV d'une personne a été vérifié au sein de cette blockchain et qu'il n'y a pas de falsification possible, il n'y a pas d'usurpation possible. Et aujourd'hui, il y a en Angleterre, si vous allez sur ce site blockchain.open.ac.uk, une tentative de concept pour mettre en application ce principe dans le milieu de l'enseignement. Donc les accréditations, les certifications, toutes les informations importantes par rapport au cursus d'une personne peuvent être managées au sein du blockchain. Les contrats, les smart contracts, contrats intelligents, aujourd'hui, toute transaction entre individus, groupes d'individus, se fait à l'aide de contrats papier qui peuvent être bien sûr numérisés, stockés de manière électronique. Mais il y a toujours pas mal de démarches à faire de manière physique et de vérification à faire. On va prendre un exemple simple. Lorsque vous achetez un bien immobilier, il faut vérifier auprès des structures étatiques que ce bien n'est pas sous hypothèque, qu'il est bien au nom de la personne qui dit qu'elle est propriétaire de ce bien. Il y a tout un tas de vérifications à faire et l'information pour cette vérification est détenue toujours par une entité particulière. Les smart contracts permettent d'avoir toute cette information de manière centralisée dans une chaîne, dans une blockchain, et toutes les personnes habilitées pourraient avoir accès à l'information au moment voulu, ce qui limiterait beaucoup le temps, l'énergie et les ressources nécessaires pour la validation et l'exécution des contrats. Une autre propriété intéressante de ces contrats, c'est que toutes les conditions que vous voulez appliquer après avoir pris une information, donc là on raisonne un peu en informaticien, si la personne est bien titulaire du bien, alors je continue, je vais voir le banquier pour faire la demande de crédit, donc if then, tout cela peut être programmé dans le smart contract, donc ça va être événementiel, et à chaque événement, ça débloque une action suivante. Donc, ça devient un peu mieux automatisé. Il y a des tentatives d'application dans le monde des assurances. Comme vous savez, les budgets font des contrats tous les jours, mais ils ne sont pas forcément employés de la société d'assurance. Donc après, il y a encore des interactions entre le courtier, la société d'assurance, les banques pour garantir certains biens, ainsi de suite.
Là aussi, il y a des applications intéressantes qui sont en train d'être mises en œuvre. C'est pour l'instant ce que je souhaitais vous présenter. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que ça vous a intéressé. Donc, mes contacts sont là. Si vous souhaitez continuer la discussion, vous faites un message sur LinkedIn et puis je serai très heureux de continuer à participer à cet échange. Avez-vous des questions? Des questions? Voilà. On commence par ici. Moi, je voudrais juste savoir, vous avez déjà construit des trucs basés sur une blockchain? Malheureusement, pas encore. Disons que les personnes qui travaillent là-dessus, ce sont en général des équipes d'ingénieurs. C'est assez structuré et au point de vue individuel, ce serait assez difficile. Par contre, lorsque je vois une initiative comme celle d'Edu, ce serait quelque chose qui pourrait être exploité au sein de celle d'Edu. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait un investissement dans des infrastructures, serveurs, pour stocker toutes les informations, ainsi de suite, ça peut être du peer-to-peer. Et en disant peer-to-peer, on peut utiliser la technologie blockchain pour que les informations que vous voulez stocker pour votre plateforme CDU soient justement accessibles à toutes les personnes qui souhaitent contribuer à cet effort. Aujourd'hui, il y a énormément de sociétés qui lancent des nouvelles ICO, Initial Coin Offering. Donc, ils créent leur crypto-monnaie. Et derrière, pour que ce soit intéressant, ils proposent un projet, comme un projet dans la santé, disant que voilà, nous voulons faciliter les échanges d'informations entre les sociétés d'assurance maladie, les hôpitaux, toutes les parties impliquées. Donc nous allons supporter ça avec des informations dans le blockchain et l'échange de valeur se fera avec nos crypto-monnaies. Ce sont quand même des projets qui sont assez complexes à mettre en œuvre. Il faudrait l'équipe qui devrait développer toute cette technologie avant de pouvoir l'exploiter. Si vous avez des projets et que je peux contribuer, je serai très heureux. Je m'intéresse un peu au domaine. Oui. Vous savez qu'il existe certains frameworks qui permettent de partir des applications basées sur ce domaine. Après, j'avoue quand même, j'aimerais voir quelqu'un en fait d'abord avant de travailler. On va explorer un petit peu la blockchain en atelier cet après-midi. On va faire une simulation également un peu du monde réel pour mieux comprendre ce que c'est. Mais on n'ira pas très très loin. C'est vraiment une première approche, une première compréhension. Merci. D'autres questions? Point de vue légal, quelle est la situation au niveau UEMOA ou bien même local au Sénégal? Alors, au niveau UEMOA, il y a eu une tentative de création de ce qu'on appelle le ICFA par une société européenne. Et aux dernières nouvelles, le ICFA a bien été créé, mais a priori, à vérifier comme information, ce serait la Banque centrale qui a finalement, la BCAO qui a finalement porté le projet. Cependant, cette monnaie électronique n'est toujours pas une monnaie décentralisée parce elle repose sur le CFA. Sa valeur dépend du CFA. C'est plus en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud qu'il y a pas mal d'applications. Il y a le BitPesa, il y a des sociétés asiatiques qui ont créé des espaces d'échange de monnaie électronique dans toute cette zone. Et la principale motivation, c'est que pour le commerce, vous savez que les Chinois sont de très grands exportateurs, et les montants sont quand même assez énormes, les transactions sont des montants assez importants. Et pour avoir travaillé dans une banque ici, je sais que la procédure pour envoyer certains montants à l'étranger, hors UEMOA, est assez complexe. Il faut des lettres de change, ça peut prendre 2-3 jours et il y a des commissions assez élevées. Donc en Afrique de l'Est, ils ont contourné cela avec des crypto-monnaies décentralisées. Ils peuvent
instantanément transférer le montant au commerçant chinois qui va ensuite envoyer la marchandise. Il y a moins de commissions, mais pour les gouvernements et pour les autorités régulatrices comme les banques centrales, ça fait qu'il y a moins d'informations sur les flux. Et donc on pense à la lutte anti-blanchiment, on pense à toutes ces choses-là. Pour la PCAO, donc cette présentation-là, c'est vraiment très introductif. Je suis en train de préparer un séminaire espérant pouvoir inviter les anciens collaborateurs de la PCAO et également les personnes dans le domaine informatique, financier, ainsi de suite, pour avoir une plateforme d'échange déjà sur les crypto-monnaies et qu'est-ce qu'on peut faire avec, et bien sûr où en est la régulation. J'avoue que je ne sais pas exactement où en est la régulation pour les Web3, mais je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Bon, merci beaucoup pour votre présentation qui a été assez ludique pour nous tous. Mais je crois que vous avez démarré, en fait au début vous avez commencé à parler de blockchain, ensuite vous avez parlé de Bitcoin qui est une crypto-monnaie basée sur le blockchain. Mais étant donné qu'il n'y a pas, en fait le blockchain peut servir à d'autres cas d'application, pouvez-vous nous donner quelques cas concrets d'application et comment le mettre à la disposition du grand public en fait? Oui, par exemple, le cloud public, donc storage.io, que vous avez vu, ça c'est déjà utilisé. C'est déjà commercialisé. Aujourd'hui, vous pouvez aller sur la plateforme, soit acheter un espace de storage, 1 terabyte et stocker vos données, soit dire, ok, je mets mon ordinateur, ou bien j'ai des NAS à la maison, ou bien des serveurs, je les mets à disposition et vous serez rémunéré à chaque fois que votre équipement sera utilisé. Il y a une société qui a lancé un ICO il y a quelques temps, et eux, ils l'utilisent dans le domaine maritime. Donc pour le domaine maritime, c'est le domaine le plus ancien dans le transport de marchandises, et c'est aussi le domaine qui est toujours le plus utilisé dans le transport de marchandises. C'est le plus rentable et le plus efficient, on va dire. Et aujourd'hui, cette société a proposé de faciliter toute la chaîne de transactions, c'est-à-dire les contrats et tous les échanges d'informations pour le transport, l'envoi de marchandises par la voie maritime. Donc ils ont travaillé avec des sociétés de transit, des sociétés de transport, et ils ont une solution qui est déjà utilisée, mais c'est dans un domaine très particulier. Il y a des tentatives d'utilisation dans le domaine de la santé, mais disons qu'il y en a plusieurs qui sont à des endroits différents. Aujourd'hui, il n'y en a pas encore une qui se démarque et qui est assez on va dire. Et maintenant, si tu voulais créer un réseau de partage plus de données, est-ce que le blockchain c'est la communauté pour ces entreprises? Partage de données, documents électroniques. Donc, vous pouvez le faire soit de manière centralisée avec votre serveur, ou bien vous louez un espace sur Internet, ou bien si vous ne voulez pas centraliser, avec les personnes qui sont dans votre réseau, vous pouvez créer une blockchain. Donc, la variable d'état, ce sera peut-être un fichier PDF, le document, le livre électronique que vous stockez. Vous aurez d'autres métadatas pour un peu l'échange d'informations et les recherches et tout ça. Mais c'est tout à fait possible et je vous encourage même à le faire, même en projet par exemple, en projet d'études, en projet pour un mémoire ou quelque chose comme ça. Je ne pense pas que ce soit insurmontable et c'est une très bonne exploration de la blockchain. J'ai une contribution par rapport à ta question et puis une question. Par rapport à ta question, je pense pas qu'il est utile d'utiliser le blockchain juste pour parler des livres, parce que si je ne me trompe pas, je suis expert, mais apparemment elle est basée sur la confiance. Bon, maintenant, je vois mal si juste
pour partager des livres, tu as besoin de confiance de quelqu'un d'autre. C'est juste son point de vue, hein. C'est ça. Mais là, l'autre, c'est une question. On sait, nous, hein, on connaît quoi ce qu'on fait avec une carte bancaire. Une carte bancaire qui est mise dans le banc. Et Visa est derrière pour contrôler si la carte est bien Visa, etc. Donc, du coup, si c'est le même principe sur le blockchain, il y a certainement une autorité qui va réguler cela. Et si cette autorité existe, est-ce que ça ne perd pas après l'esprit qui était derrière le blockchain où on dit OK, tout le monde a certifié que telle information est valide, faites bien la participation. En fait, il n'existe pas une autorité qui valide, il existe certains nœuds dans le réseau qui vont se mettre d'accord de quel est le bloc qui est valide. Ce qui fait qu'il n'y a jamais seulement un seul nœud dans le réseau qui va décider du bloc valide, mais plusieurs nœuds, de manière à ce que ce ne soit pas un seul nœud qui décide pour tout le monde, et de manière à ce que, même si une certaine partie des nœuds meurent, supposons 2 sur 5, mais les 3 autres soient toujours possibles et capables de décider quel est le prochain bloc valide du nœud. Et ces nœuds-là, c'est la configuration de ton réseau et de ta blockchain, que tu vas par exemple dire, ces nœuds-là seront responsables de la validation des blocs. Ou il existe même certaines configurations dans les blockchains privées dans lesquelles chaque nœud participe au fait de décider quel est le prochain bloc valide. C'est assez, on peut discuter longtemps de ce style de choses. Je ne sais pas si ça répond à la question. En fait, ce que vous avez évoqué, les paiements, Visa, ainsi de suite, donc il y a toujours une autorisation au niveau de la banque qui a les fonds de ce titulaire de carte pour vérifier qu'il a bien l'argent sur son compte. Mais là, la vérification, donc il y a une société qui a créé une crypto-monnaie et qui travaille avec des cartes qui permettent de faire des retraits de fonds à tous les distributeurs automatiques possibles. Le nom m'échappe, je vais chercher, je vous donnerai l'information. C'est comme les cartes pré-payées. Vous rechargez un montant sur cette carte ou bien vous la liez à votre compte bancaire. Et au moment où vous allez faire une transaction, il y aura une conversion faite au cours actuel de change entre la crypto-monnaie et la monnaie dans laquelle vous voulez faire le retrait. Donc si vous êtes au Sénégal en CFA. Et l'information de combien est-ce que vous détenez en crypto-monnaie, c'est sur la blockchain de cette crypto-monnaie-là. Ce n'est pas dans une banque, c'est sur la blockchain qui est répartie dans le réseau de cette crypto-monnaie. Par exemple, si je paye avec une carte Visa, il y a certainement le site d'argent qui va implémenter une API fournie par Visa. Cette API-là va directement dans le réseau Visa pour vérifier si ma carte existe avec ce qui est derrière. Mais sur le blockchain, comment ça se passe réellement? Est-ce qu'il y a une API qui est fournie par un fournisseur? J'ai compris votre question. En fait, il n'y a pas d'API à proprement parler. Il y a ce qu'on appelle des wallets, des e-wallets, donc des porte-monnaies électroniques. Et aujourd'hui, beaucoup de sites marchands ont leur propre e-wallet. Ce sont des applications gratuites que vous pouvez télécharger. Vous-même, vous pouvez coder une e-wallet et la mettre à disposition. Ces e-wallets-là permettent de stocker un code qui est assez long, qui permet d'identifier les blocs donc, de transactions que vous avez effectuées dans la blockchain et qui vont dire combien est-ce que vous détenez de crypto-monnaies. Donc, une personne aujourd'hui qui veut acheter des crypto-monnaies peut les faire sur les plateformes d'échange, mais pour le stockage, donc on ne recommande pas de laisser sur les plateformes d'échange parce qu'il y a déjà eu des piratages. Mais si vous voulez stocker maintenant votre argent, j'ai aujourd'hui sur mon téléphone portable et synchronisé avec mon ordinateur à la maison quelques crypto-monnaies qui sont stockées. Ce sont juste des codes qui sont assez longs et que vous pouvez même imprimer et garder de manière, on dit cold storage, de manière vraiment offline. Et aujourd'hui, des personnes se baladent avec des codes qui ont une valeur de plusieurs millions de dollars et qu'ils impriment et qu'ils gardent dans des coffres forts chez eux en attendant le moment où ils veulent revendre ou reconvertir ça en dollars. Donc pour y accéder à cette plateforme d'échange, vous n'avez pas besoin d'aller ouvrir un compte, prendre des documents d'identité, vous téléchargez votre e-wallet, on vous fait une transaction, vous donnez votre adresse publique de e-wallet, on vous fait une transaction et déjà vous détenez de l'argent dans cette crypto-monnaie.
Je propose que pour les... On a l'atelier tout à l'heure. On a l'atelier tout à l'heure, on pourra échanger sur les questions. Même si vous arrivez, bon, il peut arriver à ce que vous arrivez à détecter l'information et que vous acquériez l'information. Alors, vous allez me dire qui va se servir, le système va se servir de l'autre qui est déjà accompagné et pas un système de consensus qui va pas se dire. Mais déjà, le simple fait que la personne a découvert l'information, est-ce que ce n'est pas problématique parce que ces informations peuvent être confidentielles. Et une deuxième question aussi, c'est la pertinence de l'utilisation de la blockchain dans le secteur privé. Parce que, bon, je me demande, la blockchain, l'implémentation du système de blockchain est quand même assez compliquée. Je ne sais pas ce que j'ai dit, c'est très compliqué. Et je me demande pourquoi on utiliserait un système de blockchain dans le secteur privé plutôt que d'utiliser une base de données qui va peut-être se répliquer sur d'autres lieux, bien je ne sais pas, sur d'autres bases de données, je ne sais pas comment c'est ce qui nous soit. Donc pour la première question, la confidentialité est très bien gérée au niveau de la blockchain. Maintenant, vous avez des blockchains où l'information est publique, comme pour le Bitcoin, et il y a d'autres monnaies électroniques qui ont choisi que l'information ne soit pas traçable. On peut tracer toutes les transactions qui ont été faites, on peut identifier toutes les transactions qui appartiennent à un pseudonyme donné. Une personne peut avoir sa e-wallet avec son adresse publique, donc toutes ces transactions appartiennent à cette adresse publique, mais on ne pourra jamais découvrir à qui appartient cette adresse publique. Donc ça dépend vraiment de l'implémentation. Aujourd'hui, vraiment, tout est ouvert. Pour la deuxième question, la pertinence, disons que, comme on l'a vu sur les exemples très brièvement, il y a des questions de coût, donc des questions de traçabilité, questions de confiance, et ce serait un développement pour expliquer pourquoi et comment, mais disons qu'aujourd'hui, le fait d'enlever l'infrastructure centrale, déjà, c'est un coût énorme qui sort du schéma. Ensuite, au niveau des interactions, si l'information est partagée, plutôt que chacun ait un bout d'information et qu'il faille faire plusieurs étapes pour résoudre une question, comme l'achat d'un titre foncier, là l'information elle est partagée, et le fait d'initier le smart contract autour du titre foncier, je reste chez moi, ça va prélever au moment où ça va prélever avec mon autorisation dans ma crypto, dans mon porte-monnaie électronique, ça va valider que le titre foncier est bien détenu par telle personne, parce qu'il y a beaucoup de litiges aujourd'hui dans ce domaine-là. Et aussi les procédures sont assez longues parce que c'est un parcours qui est assez fastidieux car l'information n'est pas si disponible qu'on le souhaiterait. Donc dans le domaine public, même dans le domaine privé pour les sociétés d'assurance, la rapidité des transactions, des réalisations des contrats, des dédommagements en cas de sinistre, donc tout ça ce sont des applications aussi qui économiquement se justifieraient pour l'utilisation de blockchain dans ce cas. On pourrait continuer à l'atelier tout à l'heure. On va essayer de suivre les autres présentations. Mais bon, vous pourrez toujours poser toutes vos questions à M. Sow. On le remercie encore.